Julien, c'est quoi cette bouteille de lait? Julien, c'est quoi cette bouteille de lait? Julien, au fait, pour mon augmentation, parce que voilà, moi, tu sais, j'ai un petit souci avec mon salaire et je pense que ce serait une bonne idée qu'on en parle, voilà, le matin, tu vois, on est frais, on est bien et... Bah écoute, le mieux, c'est de faire un reportage, t'enquête, caméra cachée, coup de fil, et comme ça, tu sauras ce qu'il y a dans la bouteille de lait. C'est pas compliqué. Qu'à demander. Et comme souvent, les enquêtes chez les pigeons, elles démarrent ici, dans un hyper. Et elle démarre plutôt bien cette enquête, parce que du lait, Chloé en a trouvé. Et donc, il y a de quoi faire, hein. Ouh. Ah, il y a de quoi faire, c'est sûr. Mais en France, le lait le plus consommé, la star du rayon, c'est lui. Le lait ultra haute température, dit UHT. Il représente 95% du marché. Un lait stérilisé qui se conserve longtemps, environ 3 mois. Et quand il y a un bouchon bleu, c'est qu'il s'agit d'un lait demi-écrémé, notre préféré. Mais il y en a plein d'autres de lait, hein. Ouf. Je suis complètement écrémée. Il y a aussi des laits bio. Lait bio, origine France, demi-écrémé. Des bouteilles de toutes les tailles, et pour tous. Les croissances pour les enfants. Ah, les laits aromatisés, à la fraise, au chocolat. Nanana. Nanana. Bon, on a pas mal avancé déjà, hein, si. Mais pour savoir ce que contenait vraiment une bouteille de lait, bah Chloé, elle est partie à la source. Chez Jean-Pierre, un éleveur de vaches laitières en Bretagne. Alors, c'est vos vaches? Ouais, mais à Châtillon, on se tutoie, donc c'est mieux, c'est plus facile. Ok. Ah, il est chaleureux, Jean-Pierre. Il élève des Prix Holstein, comme la majorité des éleveurs français. Pourquoi t'as choisi cette race-là, en fait? Parce que c'est celles qui font plus de lait. Ah, c'est celles qui font le plus de lait. Ouais. Elles sont sympas, les primos. C'est à partir de 2 ans qu'elles se mettent à faire du lait, à la naissance de leur premier veau. Le petit tète une journée, puis est séparé de sa mère. Ça, c'est moins sympa, Jean-Pierre. Vous savez, quand vous emmenez votre enfant à aller à la crèche ou à l'école la première fois, c'est pas cruel de le voir pleurer, attaché, tirer sur vos jambes, là, mais vous le faites bien quand même. Ouais, pas mal l'argument. Les vaches font un veau tous les ans et font du lait pendant 10 mois. Et bien évidemment, pour faire un bon lait, les vaches doivent être bien élevées. C'est ce que garantit l'association Bleu Blanc Cœur, dont Jean-Pierre fait partie. Ces vaches vivent donc la majeure partie de leur temps en extérieur et mangent surtout de l'herbe. Ce que ne savent pas les gens, c'est que là-dedans, il y a 10% d'huile et 65% d'oméga 3. Tu te rends compte? Donc on n'a rien inventé avec les oméga 3, ça fait des milliers d'années que les vaches en mangent, sauf qu'en 60 ans d'agriculture, hop, on les a pratiquement sevrées d'herbe. En revanche, surprise pour Chloé, ici on donne aussi un peu d'ensilage aux vaches. Une sorte de choucroute d'herbe et de maïs qui a souvent mauvaise réputation. Bah, il a une mauvaise réputation parce que c'est comme dans toutes les extrêmes. Si on donne que de l'ensilage de maïs et qu'on le corrige avec du soja, ben voilà, ça n'a pas de sens. C'est sûr que ça ne va pas être très bon. Si on diversifie les formes d'ensilage, moi je donne du foin, je donne de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs. Après je complémente avec de la luzerne déshydratée, avec de la graine de lin, de la févrole, du lupin, du pois. Voilà. Bon, il a l'air pas mal le lait de Jean-Pierre, c'est sûr. Sauf que ce mode d'élevage n'est pas celui de tous les éleveurs. Pour en savoir plus, Chloé est allée rencontrer à Bruxelles le plus célèbre éleveur de France. Bon, pour vous dire la vérité, cela fait des mois que Chloé cherchait un prétexte pour rencontrer José Bové. Donc ça a été le lait. Et ça tombe bien parce que pour lui, on va pas vraiment dans la bonne direction. Une vache qui mange de l'herbe, elle produit du lait avec la prairie qui pousse. C'est ce qui paraît logique au départ. Ce qui paraît à peu près cohérent. À peu près cohérent. Donc il y a encore pas mal de producteurs, on va dire, à travers le monde qui font du lait comme ça. Mais le modèle industriel qui voulait qu'on fasse plus de lait, que j'appelle le triptyque maïs, soja, béton. On met les vaches dans des bâtiments, sur des caillebotis en béton, donc l'animal ne sort plus, et on a ce qu'on appelle des fermes hors sol. Et pour les nourrir, on coupe du maïs d'ensilage qu'on mélange avec du soja. De nombreux produits laitiers sont donc issus de vaches nourries au soja. Du soja importé des États-Unis et donc majoritairement OGM. Mais ça, c'est pas indiqué sur les étiquettes. Greenpeace a publié une étude sur ce sujet. En vert, les marques qui garantissent une alimentation de leurs vaches sans OGM, en rouge les autres. Et ouais, il y a pas mal de rouge. On a artificialisé le modèle, mais en l'artificialisant, on fait diminuer les paysans, on fait des produits de plus en plus standards, et on rentre dans une espèce de course mondiale complètement folle. Aujourd'hui, les élevages industriels se multiplient. Mais est-ce que ça a une incidence sur la qualité du lait? Chloé a voulu le vérifier à l'INRA de Rennes, en faisant analyser 2 laits, celui de Jean-Pierre, notre éleveur breton, et un lait industriel standard. Sur ce schéma d'analyse,
On voit par exemple que concernant les oméga 3, ici, le lait bleu blanc cœur est nettement plus riche, c'est l'histogramme rouge, en gros un peu plus de 2 fois, que le lait normal, banal. Quel est l'intérêt des oméga 3 pour nous? Alors, les oméga 3 sont des acides gras indispensables, donc ça a au même titre que les vitamines. 1, on ne sait pas les faire, on ne sait pas les fabriquer, donc il faut qu'ils viennent de l'extérieur. Et 2, on en a rigoureusement besoin, principalement, et c'est peut-être pas ce que connaît le mieux le grand public, d'abord pour des questions de structure cérébrale. Un de ces acides gras oméga 3 est un structurant du cerveau dès le plus jeune âge du jeune mammifère et donc de l'enfant. Après, il y a des bénéfices cardiovasculaires. Et enfin, et toute la recherche oméga 3 est centrée là-dessus maintenant, on pense que c'est important pour la prévention des maladies neurodégénératives. Donc ça veut dire qu'on est bien d'accord, l'alimentation animale a un vrai impact sur notre santé à nous. Oui, l'alimentation animale a un vrai impact positif nutritionnel sur notre santé à nous. Le lait bien produit est donc meilleur pour la santé, c'est prouvé. Chez Jean-Pierre, les vaches viennent librement à la traite. Elles donnent chacune environ 11 500 litres de lait par an. L'association Bleu Blanc Cœur a des collectes de lait dédiées. Vous pouvez donc trouver le lait issu de ces fermes avec ce logo sur le packaging. Mais attention, il n'y aura pas le lait de Jean-Pierre. Moi, mon lait, aujourd'hui, il n'est pas en filière dédiée. Il va où? Il va dans le camion standard, enfin, entre guillemets, dans le camion Lactalis. Donc ça veut dire que toi, ton lait, il va être mélangé à tous les autres laits du coin qui ne sont pas forcément produits comme ça? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est dommage. Du coup, on se demande pourquoi Jean-Pierre met autant d'attention et de rigueur dans son élevage. Ce lait-là, je le mange, je le donne à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre façon de produire avec ce que j'ai dans la tête. C'est une espèce d'éthique de nourrir les gens, c'est ma mission. Donc je le nourris le mieux possible. Après, bah voilà, j'essaie de convaincre des gens, des industriels, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. Ça veut dire qu'eux, ils ont moins d'éthique alors? Bah, ils ont surtout l'éthique du pognon, quoi. Point barre. Le lait de Jean-Pierre, il finit donc dans un camion comme celui-là, mélangé avec d'autres laits de la région, et direction l'usine. Là-bas, le lait subit plusieurs traitements. Il est stérilisé et standardisé. Et comme ça, il a toujours le même goût. Un exemple, chaque lait a un taux de matière grasse variable quand il sort de la ferme. À l'usine, les industriels les crèment totalement et rajoutent des doses de crème fixe. Ainsi, tous les laits se ressemblent. Le nom de ces usines est entouré sur les bouteilles pour plus de traçabilité. Mais quand on y regarde de plus près, surprise! 2 laits de marque distributeur viennent de la même usine que le lait de la marque leader en France. Et c'est bien évidemment le même lait. Bah oui, puisqu'il est standard le lait. Pourtant, on le paye pas au même prix. Bah on serait pas un peu pigeonné, hein? Moi, je crois que producteur, consommateur, c'est le même combat. Hein. C'est le même combat. Nous, on se fait avoir, et vous, vous faites avoir. On est des vrais pigeons, aux deux bouts de la chaîne. Mince, tout le monde se fait avoir alors? Non, rassurez-vous, il y en a qui s'en sortent bien, les industriels. La grande réussite, ça a été d'abord évidemment donc d'arriver à standardiser le lait pour faire quelque chose qui circule, qui puisse circuler à travers la planète. Puis on s'est rendu compte que de faire circuler de l'eau, c'est pas génial, quoi. Donc on s'est dit on va faire sécher le lait. Et donc on craque le lait et on prend toutes ces matières, ces composantes du lait qu'on extrait à partir du séchage et on vend les composantes du lait. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le lait est composé à 90% d'eau. Mais c'est les 10% restants qui intéressent les industriels. Des glucides, des protéines de lait, de la matière grasse, des vitamines, des minéraux. Résultat, le lait, vous en consommez tout le temps et pas seulement au petit-déj. Dans votre café, votre thé, vos céréales, votre yaourt, votre fromage. Moi, c'est le fromage que je préfère. Ouais, super Chloé. Des composés de lait, il y en a partout pour modifier la texture et le goût des aliments sans que ça coûte trop cher. On trouve donc de la poudre de lait ou du lactosérum dans vos gâteaux, votre chocolat, votre pain de mie, mais aussi dans les blinis, les plats préparés, la soupe de légumes, les poissons panés. Il y a aussi des dérivés du lait dans la nourriture pour animaux, ouais, mais aussi dans la charcuterie, les chips, si Chloé, dans les chips, mais aussi dans les médicaments, c'est un excipient, dans la peinture, c'est un liant, et même des traces de caséine dans le vin blanc. C'est une colle pour le rendre moins trouble. Si, mais fais pas cette tête, Chloé. En fait, 25% du lait collecté en France est utilisé dans l'alimentaire, les secteurs pharmaceutiques ou chimiques. C'est composé en poudre Val de l'Or. Aujourd'hui, le prix du lait mondial, il ne se fait pas sur le prix du lait qu'on boit ou sur le fromage. Il se fait sur les composés du lait en termes de poudre. Sauf que ce business mondial, on peut pas dire que les éleveurs en profitent. Combien tu le vends ton lait, toi? Moi, je le vends 30 centimes le litre. À peine même maintenant. Donc prix de revient 36, 37 centimes. Donc tu perds 7 centimes par litre de ouais. lait? Aujourd'hui, oui. Et alors comment tu fais pour t'en sortir? Ben voilà, on survit. Et Jean-Pierre n'est pas le seul à tenter de survivre.
3/4 des éleveurs français pourraient disparaître en 15 ans. C'est qu'avec la suppression des quotas laitiers, on produit encore plus de lait que ce qu'on consomme. Et du coup, le cours du lait chute. Chloé, elle a cherché à joindre les grosses entreprises laitières. Sauf que soit ils n'ont jamais répondu, soit ils ont refusé de nous rencontrer, comme ceux qui récoltent le lait de Jean-Pierre. Ils ont décliné, ils n'ont pas souhaité donner suite malheureusement à votre proposition. Ah. Je suis désolée. Voilà. Et alors, Je n'ai pas plus d'informations, ça vient de plus haut en fait. il n'y a pas un numéro de presse direct chez eux? On peut pas les contacter? Malheureusement, non. Ah, on peut pas les contacter directement? Non plus, non. Eh ben, dis donc, c'est Désolée. c'est un château fort en fait. Des châteaux forts qui pèsent 27 milliards d'euros pour 24 milliards de litres de lait récoltés. Ah, ça en fait des bouteilles de lait à boire. C'est pour ça qu'ils font vraiment tout pour qu'on en consomme, et ça date pas d'hier. Car on nous pousse à consommer du lait depuis les années 40. Pierre Mendès France, alors président du conseil, a rendu obligatoire la consommation de lait dans les écoles. Bon, il fallait écouler les stocks, mais c'était aussi pour revitaliser la population après-guerre. Depuis, on prête au lait toutes les vertus, à grand renfort publicitaire. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ouais, enfin l'ami des éleveurs, faut voir, hein. En tout cas, dans les rayons de nos supermarchés, le lait est un aliment santé, n'est-ce pas Chloé? Source naturelle de calcium, nettement riche en protéines. Plaisir et vitalité. Source de vitamines. Dis donc. D, B1, B2, B12, B5. C'est la fête. Le calcium et la vitamine D contribuent au maintien d'une ossature normale. J'espère bien. C'est pour ça qu'on boit du lait, non? Bah oui, c'est pour ça qu'on boit du lait. Car les produits laitiers préviendraient du risque de fracture grâce à leur teneur en calcium. Selon l'ANSES, nous avons besoin de 900 à 1200 grammes de calcium par jour. Et pour les atteindre, le Programme National Nutrition Santé, dit PNNS, nous conseille de consommer 3 à 4 produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors oui, on doit en boire du lait, hein. On a montré clairement que lorsqu'on consommait du calcium, on avait des effets favorables sur l'os et donc sur la formation osseuse. Source de calcium, le lait a aussi des qualités nutritives, mais pas que. Il aurait aussi des effets favorables sur notre santé. Une diminution très forte du risque de diabète de type 2, une diminution du risque de gain de poids, une diminution également du risque cardiovasculaire. Donc quand on a dit ça, bon voilà... On se dit que c'est un peu un produit miracle quand même. Non, on se dit que c'est un aliment qui est intéressant. Intéressant, oui, mais pas pour tout le monde. Certains ne digèrent pas bien le lait à cause du lactose qui le constitue. Attention au cours d'anatomie. Dès la 8e semaine de grossesse, notre corps produit une enzyme appelée lactase qui permet aux bébés de digérer le lait de leur mère. Le pic de production de lactase est atteint à la naissance. Ah, c'est bien foutu cette histoire. Sauf qu'à partir de 3-4 ans, et pour 70% d'entre nous, la lactase disparaît progressivement. Ce qui veut bien évidemment pas dire que 70% d'entre nous, 4 milliards et demi de personnes, nous allons avoir tous des signes de maldigestion, des douleurs. Il n'y a pas de 4 milliards et demi de personnes qui vont gonfler, ballonner. Donc l'intolérance peut être plus ou moins sévère. En fait, 6 à 10% de la population aurait une intolérance sévère au lactose. Et pour eux, consommer du lait, ça se traduit par des symptômes moyens sympas. Des nausées, des vomissements, surtout de la diarrhée, mais aussi des douleurs abdominales, des gonflements, des flatulences, des gaz. Et après, ça peut aller dans l'organisme, à la peau, d'où les eczémas quand on prend du lactose, que rapportent certains de nos patients, d'où des douleurs articulaires. Ouais, ok, pour eux, le lait, faut mieux éviter. Mais pour les autres, c'est que pour certains médecins français et étrangers, le lait ne serait pas vraiment notre ami pour la vie. Thierry Soucard, un journaliste scientifique, a regroupé plusieurs études dans un livre appelé « Lait, mensonges et propagande ». Carrément, mensonges ? À partir du moment où vous avez des messages qui sont des messages officiels, que tout le monde a reçus, manger 3 à 4 produits laitiers par jour, qui sont des messages qui normalement vont dans le sens d'une meilleure santé, favoriser la protection des os, et que ces messages ne sont pas assis sur de la science, on n'a pas 50 000 mots dans notre dictionnaire et dans notre vocabulaire français pour dire ce que c'est. Ça s'appelle un mensonge. Bah, et le lien entre produits laitiers, calcium et solidité des os alors ? Nous avons les premières études montrant que le calcium, les produits laitiers n'ont absolument aucune incidence sur le risque de fracture, c'est les années 80. Dans le milieu des années 90, les chercheurs de Harvard publient plusieurs études qui confortent les données des années 80. Le département nutrition de l'école de santé publique d'Harvard est présidé par le professeur Walter Willett. Il est considéré comme l'un des plus éminents spécialistes de nutrition au monde. Et selon lui, en effet, pas de relation entre la quantité de calcium ou de lait consommé et le risque de fracture.
au début des années 2000, tous les ministères, toutes les agences sanitaires auraient dû se ranger à ces conclusions et à ces preuves et dire il est inutile de consommer des produits laitiers. Donc 15 ans se sont écoulés depuis les années 2000. Je trouve ça assez scandaleux. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé est tombée sur un os. Elle révèle ce qu'elle appelle le paradoxe du calcium. C'est dans les pays où l'on consomme le plus de produits laitiers que l'on compte le plus de fractures du col du fémur. Et dans les pays où l'on en consomme moins, comme le Pérou, l'Inde ou le Japon, peu de fractures. C'est à rendre chèvre. L'OMS recommande un apport en calcium de 500 mg par jour, et non 1200 comme on nous le dit en France. Alors on en consomme ou pas des produits laitiers? Si on les tolère, on peut en consommer. Et si on en consomme, il faut le faire avec modération. Alors c'est quoi la modération? Nous, on pense que c'est un produit laitier par jour, par exemple une portion de fromage, voire 2, on peut aller à 2. Mais là où les études commencent à clignoter, sur le côté risque, sur le versant risque, c'est à partir de 3 produits laitiers. Comment ça, risque? Ça peut être risqué de boire du lait? J'ai des exemples multiples d'enfants que j'ai vus et qui étaient tout le temps malades. On me les amenait pour les maux de tête, mais ils étaient tout le temps malades, des otites, des angines, des antibiotiques, parfois tous les mois pendant la période hivernale. Arrêt du lait, disparition de ces petites maladies, entre guillemets petites, et plus de cure d'antibiotiques tous les hivers. C'est régulier, ça se passe comme ça. Ah, mais alors on leur donne quoi aux enfants? À partir de l'âge de 3-4 ans, on devrait manger du fromage, du beurre, mais plus de laitage contenant du lactose ou de lait. Ah, on est loin du discours officiel, hein, le lait c'est trop notre pote et tout et tout. D'autant que certains cancérologues aussi appellent à se méfier du lait. Ouais, cancérologue, tout de suite ça fait flipper. C'est le cas du professeur Joyeux que Chloé a rencontré. Bah ouais, Atchoum et Grincheux étaient pas dispo. 24 milliards de litres de lait, rendez-vous compte. Il faut absolument que tout le monde en consomme. Donc, publicité, avec des allégations nutritionnelles qui sont la plupart du temps coquines, c'est-à-dire fausses. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous aurez beaucoup plus d'ostéoporose en vous gavant de produits laitiers et vous aurez des problèmes de santé sérieux. Et pour lui, ce serait à cause des techniques de transformation industrielle que le lait deviendrait nocif. Attention, cours de chimie. Le lait de vache contient naturellement des facteurs de croissance. Bah oui, il faut bien que le veau prenne plus de 300 kg la première année. Ces facteurs de croissance sont présents dans la crème qui constitue le lait. Sauf qu'avec la technique d'homogénéisation du lait, cette crème et donc ses facteurs de croissance sont éclatés en microparticules et peuvent se répartir dans notre corps. Et ça, d'après Joyeux, c'est pas marrant. Ces facteurs de croissance, c'est pas fait pour mes articulations, c'est pas fait pour mes tendons et mes muscles, vous comprenez? Et donc ce n'est pas fait non plus pour le reste de mon corps. Si je consomme ça en excès, qu'est-ce que je fais? Je stimule à la fois l'augmentation peut-être du volume de telle ou telle articulation, mais je ne vais pas grandir un peu plus. Je vais recevoir quelque chose qui ne m'est pas destiné. Beaucoup de facteurs de croissance qui vont aller au niveau du sein de madame, de la prostate de monsieur, au niveau du pancréas, au niveau de tel ou tel organe, et en fonction de la susceptibilité génétique de la personne, vous allez avoir telle ou telle pathologie. Il y a des facteurs de croissance dans ce produit laitier que nous connaissons d'autant plus, nous, cancérologues, que les tout nouveaux traitements du cancer, qui datent d'une dizaine d'années, qui vont se développer, c'est quoi? Ce sont des anti-facteurs de croissance. Du coup, le doc, il conseille plutôt le lait cru, les laits de chèvre ou de brebis, mais surtout le fromage dont la transformation casse ses hormones de croissance. Le lait de vache industriel transformé, il en veut pas. Ça, eh bien aujourd'hui, il faut le laisser au supermarché. On nous prend pour des consommateurs. Pour des pigeons? Oui, pour des pigeons, exactement, pour des pigeons. C'est pour des pigeons. Eh bien non, les gens ne sont plus des pigeons. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer du tout, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'en gaver. Donc, une portion par jour suffit. Il n'y a pas besoin de 4 portions par jour. Bah alors nous, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi il y a toujours de nombreux médecins qui nous disent de boire du lait et qu'il n'y a aucun danger. C'est vrai ça, pourquoi? Bah on leur a demandé ce qu'ils pensaient des études appelant à se méfier du lait. Oui, moi j'aimerais bien connaître leurs arguments. Ah, pourquoi ces discours-là seraient plus tronqués que d'autres? C'est parce que quand ils font une analyse de la littérature scientifique, ils prennent les études qui les intéressent. L'université d'Harvard, etc. Oui. Ça, c'est des gens en fait qui font pas de recherche scientifique assez rigoureuse. Non, mais Willett, il fait des études qui sont tout à fait intéressantes. Mais je pense qu'il a une opinion qui est un petit peu particulière quand même là-dessus. Ah bon? Willett est pourtant considéré comme l'un des nutritionnistes les plus reconnus au monde. Bon, peut-être qu'en lait, il est nul. C'est que pour notre professeur, c'est pas du lait dont il faut se méfier, c'est des anti-laits. Les anti-laits, ils sont idéologiques. Alors pourquoi on les appelle les anti-laits? Parce que moi, ces gens-là, on m'a jamais dit, ils m'ont jamais, moi je les ai rencontrés, ils m'ont pas dit qu'ils étaient anti-lait. Oui, mais enfin, ils m'ont pas dit qu'ils étaient anti-lait. Oui, ils n'ont pas dit il faut arrêter totalement de consommer du lait.
Ça dépend devant qui ils disent ça. Bah, pas devant les caméras des pigeons, en tout cas. On n'est pas anti-lait, on dit aux gens, le lait c'est pour le début de la vie, après il faut manger du fromage et du beurre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer du tout, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'en gaver. Non, vous n'êtes pas anti-lait, vous êtes anti-quoi? Moi je suis anti-propagande, c'est tout. Mais alors qui croire? D'un côté, on aurait des anti-laits idéologiques, et de l'autre, des médecins soupçonnés d'être vendus aux industries laitières. Alors, en 2015, si on regarde la composition des experts en nutrition de l'ANSES, il y a toujours une partie des experts, pas tous, il y en a un petit peu moins qu'avant, une partie des experts qui continuent à être liés à l'industrie laitière. Sur le site de l'ANSES, leurs experts doivent publier une déclaration publique d'intérêt. C'est chouette, c'est transparent. Le professeur Le Serre, par exemple, son labo travaille pour l'industrie laitière. Quant au professeur Legrand, il bosse avec la filière lin, l'association Bleu-Blanc-Cœur, comme avec les plus grands groupes. Alors Chloé leur a demandé à tous les deux si ça posait un problème. Vous, ici, à l'Institut Pasteur, vous avez déjà travaillé pour Lactel, Danone, Yoplait ou Oui, des sociétés comme ça? On travaille avec tout le monde, on travaille avec tout le monde, oui. Bon, est-ce que le fait d'aider la filière lin, c'est une chance pour le grand public que ce soit des laboratoires comme le nôtre qui le fassent ou pas? Oui, mais il n'y a pas que la filière lin. Il y a aussi les grands groupes, Candia, Lactalis, Danone, Nestlé, etc. D'accord. Est-ce que je peux être expert à l'ANSES, moi, parce que j'ai aidé la filière lin? Enfin, nos activités ici, elles ne sont pas payées par l'État. Je veux dire, on est bien obligé de travailler. Ouais, la Chloé, elle a mis du lait sur le feu. C'est pas parce qu'il y a des recherches qui sont payées par l'industrie que les recherches sont faussées. On est d'abord honnête. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains consommateurs trouvent bizarre que les recommandations faites sur la consommation des produits laitiers soient aussi faites par des gens qui travaillent pour les industries laitières? Non, mais vous pouvez mettre aussi éventuellement dans les comités d'experts des ignorants. Si vous avez du bon sens, vous vous dites entre un gourou qui n'a pas de diplôme et qui a simplement une haine du lait parce qu'un jour il a eu un bouton sur la fesse, par rapport à la compétence de l'ANSES qui réunit des gens avec une déclaration publique d'intérêt qui dit quels sont leurs liens avec les industriels, ça c'est le progrès. Alors il en pense quoi, le gourou sans diplôme qui a un bouton sur la fesse? Aujourd'hui, ce qui est publié, c'est repris dans le BMJ, c'est repris par l'OMS. Mais évidemment, l'OMS, le BMJ, Harvard sont des gourous qui racontent n'importe quoi et seule une petite poignée de gens liés à l'industrie laitière ont la vérité vraie. Le BMJ, c'est une revue médicale britannique plutôt réputée qui vient justement de publier une étude sur le calcium. Bon, c'est en anglais, mais en gros, elle conclut qu'il n'y a pas de lien entre le calcium et la prévention des fractures. Chloé l'a donc montré cette étude à son ami, le professeur Le Serre. Oui, non, mais j'ai pas lu cette étude, mais c'est possible, il faut que je regarde dans le détail. Donc là, vous me prenez un petit peu de cours. Ah, désolé. Bon, il a bien voulu la lire, mais elle lui a pas plu. En même temps, il était un peu énervé. Est-ce que les gens qui font ce rapport-là, c'est des ignorants? Le rapport ici, il montre pas ce que vous dites. Ah bon? Ça paraît clair pourtant. Attention, cours d'anglais. La prise de calcium n'est pas associée au risque de fracture. Et il n'y a pas de preuve clinique que l'augmentation de consommation de calcium prévient les fractures. L'argument selon lequel le calcium prévient les risques de fracture est faible et sans fondement. Ouais, ça paraît clair, un peu répétitif même. Reste que le calcium c'est essentiel, mais pour en obtenir, il n'y a pas que le lait. Du calcium, vous pouvez en avoir en mangeant un morceau de fromage, logique. Mais aussi dans du chou, des radis, du persil, des fruits à coque, des sardines, ou également en buvant de l'eau riche en calcium, logique aussi. Bon, c'est un peu chelou comme petit-déj, c'est sûr, mais le calcium, vous n'êtes pas obligé d'en prendre le matin. Maintenant, si vous aimez le lait, il y a toujours des solutions. Chloé, elle a cherché un compromis pour mettre tout le monde d'accord. Ouais, elle aime les challenges, Chloé. Alors, elle a demandé leur avis aux anti-laits. Qui sont pas vraiment anti-lait, on a compris, mais bon, à eux, quoi. Donc il vaut mieux aller vers les produits bio. Dans les produits bio, si la vache elle a été élevée selon les règles de l'alimentation biologique, on aura plus de certains acides gras oméga 3 qui sont bons pour la santé, donc allons vers ces aliments-là. Et puis les petits mammifères, on a moins de chances d'avoir des hormones, des facteurs de croissance dans les produits laitiers. Quitte à boire du lait et à acheter du lait, au moins s'assurer du mode de production. Donc bio, c'est effectivement la base aujourd'hui, au moins d'être sûr qu'on n'aura pas de pesticides, qu'on n'aura pas de produits de traitement, parce qu'il y a un cahier des charges, et ce cahier des charges, c'est aujourd'hui, par rapport aux autres produits, celui qui est le plus sûr. Bon, ils ont l'air d'accord sur le bio, mais pas n'importe lequel. Chloé, elle est partie à la rencontre de Bernard, un éleveur d'une vache assez rare en France et pourtant très répandue dans le monde, la jersiaise. Elles viennent nous dire bonjour. Voilà, elles sont très curieuses. Très curieuses. Elles sont petites, hein? Oui, elles sont petites. C'est la plus petite des vaches. Oui, c'est des mini-vaches. C'est des mini-vaches. Alors pourquoi vous avez choisi ces belles jersiaises? Parce que je voulais d'abord transformer le lait. Et la jersiaise, elle est reconnue pour avoir un lait de grande qualité. Mais c'était essentiel pour vous de faire le lait et de transformer? Parce que oui. comme majoritairement les éleveurs ne transforment plus.
Non, je voulais que la valeur ajoutée reste aussi à l'agriculture, quoi, reste à la ferme. Ça me faisait mal de voir ce lait dans la citerne, mélangé avec tout le monde et aller dans la laiterie. Bernard travaille sous le label Biocohérence, au cahier des charges strict. Plus strict que le cahier des charges européen. Ici, pas d'ensilage. De mars à novembre, ces vaches ne mangent que de l'herbe dans les prés comme à l'étable. Et l'hiver, elles mangent du foin peu séché, presque vert. Sur l'année, ces vaches produisent moitié moins de lait que les prix Holstein. Chloé se sentit un peu obligée de le goûter quand même. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Ça a le goût de sucre, un peu sucré, de fleurs. De fleurs. Ah oui, en fait, moi, j'aime pas le lait parce que c'est un lait qui a pas de goût. Chloé, elle vient de boire du lait cru. Un lait qu'on ne trouve plus beaucoup en rayon, mais que Bernard propose à ses clients. Un lait qui ne subit aucune transformation. C'est ce lait qui passe dans le tuyau, qui s'en va directement dans le temps qui va le refroidir. Et ce lait, demain, il va être acheminé à la laiterie et il va être embouteillé. Chloé, elle l'a bien aimé, ce lait à l'état brut. En plus, il plaît aussi à José. Ça leur fait un point commun. On a expliqué aux gens qu'il fallait d'abord, pour des questions d'hygiène, vraiment faire attention parce que le lait cru, c'était dangereux. Bon, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, les règles d'hygiène sont strictes, donc no stress pour le lait cru. Le problème, c'est qu'il ne se conserve que 3 jours au réfrigérateur. C'est pour cela que Bernard a décidé de proposer à ses clients un lait pasteurisé qui se conserve 11 jours. Mais attention, on est loin des méthodes du lait industriel. Ici, le lait n'est pas homogénéisé, il est juste chauffé au bain-marie dans ses cuves. C'est un chauffage qui est lent, il n'est pas chauffé en une fraction de seconde. D'accord. Il n'est pas dénaturé. D'accord. Contrairement, on l'a compris, au lait UHT, sur lesquels Bernard a un avis bien arrêté. Moi j'appelle ça le coup de masse, c'est une expression jargon, mais bon, c'est vrai qu'à 140 degrés, le lait, il n'y a plus rien dedans, quoi. Il est tué, quoi. Voilà. Toutes les vitamines, il n'y a plus rien dedans, hein, ça c'est clair. J'aurais envie de dire que c'est de l'eau qui est teintée blanche, hein, c'est tout. Hein. Jean-Pierre transforme son lait et celui d'autres éleveurs de Jersey de la région, tous en biocohérence. Ainsi, il fabrique des fromages, des crèmes fraîches, des yaourts. Il propose aussi une gamme de lait de brebis et de chèvres. Des produits vendus en magasin bio, plus chers donc, mais comme on sait maintenant qu'on n'a plus besoin de consommer 3 ou 4 produits laitiers par jour, on s'y retrouve en fait. L'agriculture française aujourd'hui, je crois que c'est un peu le devoir de demain, c'est de produire un produit de qualité. Et de le transformer de façon... Et de le transformer, d'amener une valeur ajoutée à la ferme. Hein, on n'a pas à concurrencer les Américains et autres, non, surtout pas, c'est pas à nous. Donc, produit de qualité, voilà, respect de l'environnement, de l'élevage et de tout. Et le monde se portera mieux. Produit de qualité, respect de l'environnement. Ah, il a trouvé les mots pour plaire à Chloé, Bernard. Hein. Dommage pour lui, son cœur est déjà pris. Il ne faut pas croire que le consommateur, il pousse simplement son caddie. Hein, il fait des choix. Et donc, certains produits, il ne les achète pas. Donc, il faut que les gens se rendent compte que quand ils poussent leur caddie, c'est comme s'ils mettaient leur bulletin de vote dans l'urne. Et c'est même parfois plus efficace. C'est comme ça que les consommateurs ne seront plus des pigeons et ne se feront plus avoir du matin jusqu'au soir. D'accord. Merci, monsieur Bouvet. Merci à vous. Ah, en plus, il a cité le titre de l'émission.